Je vais vous parler un peu d'architecture appliquée, en fait. C'est un retour d'expérience sur un projet d'architecture qui n'a pas été conduit comme on pourrait le dire. Je dirais l'idée comme un projet d'architecture, c'est plutôt une architecture qui s'est mise en place au fil du temps en fonction des projets business, des opportunités, des technologies qui émergeaient, voilà. Voilà un peu comment ça se présente. Alors, l'ANCV, qu'est-ce que c'est? L'ANCV, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire que nous sommes le seul émetteur de titres chèques vacances en France. On est complètement autonome, on n'a pas de subvention, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, et tout ce qu'on va gagner en termes de bénéfices va être versé sous forme de dotation pour des programmes sociaux. Donc l'idée, c'est de permettre à des personnes défavorisées, enfin voilà, des familles monoparentales, des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, de partir en vacances. Donc ça passe par le biais de programmes. Il y a des programmes qui s'appellent APV, Aide pour le projet vacances. Ça permet de faire partir par exemple des enfants en colonie de vacances. On a Bourse Solidarité Vacances qui permet de mettre en relation aussi des offreurs à tarifs intéressants avec des personnes, je dirais, qui ont besoin de partir en vacances, etc. Donc on n'a pas d'actionnaire. Tous les bénéfices qu'on va faire, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros à peu près sur le modèle, seront versés sous forme de dotation pour des programmes sociaux. Le chèque vacances en lui-même aussi permet à des salariés d'entreprise de partir en vacances un peu plus facilement. Voilà la vocation. Donc pas d'actionnaire. Pour vous donner des métriques, on est une PME, 220 collaborateurs. Alors on émet pour 1,75 milliard d'euros de chèques vacances chaque année. Ça représente 130 millions de coupures papier. Voilà, donc le circuit, il est celui-là, et je vous donnerai les métriques qui suivent. Le circuit est celui-là. L'ANCV, donc on émet des chèques vacances qui sont achetés par des entreprises. Les entreprises, c'est 70 000 clients à peu près. On a des PME, on a beaucoup de comités d'entreprise, mais aussi des PME. Les entreprises donnent leurs chèques vacances à leurs salariés qu'on appelle des bénéficiaires. Les bénéficiaires sont à peu près 4,5 millions. Et à noter qu'effectivement, ceux qui profitent du chèque vacances, c'est les bénéficiaires plus les familles, ça représente à peu près 10 millions de personnes en France. Voilà. Les bénéficiaires vont dépenser leur chèque vacances chez des prestataires du tourisme et des loisirs qui sont à peu près 135 000. Alors là, vous allez trouver beaucoup de choses, les autoroutes, la SNCF, des agences de voyage, de la restauration, enfin énormément de choses. Et effectivement, une fois que les chèques vacances sont dépensés chez les prestataires, on nous en demande le remboursement. Le prestataire nous demande le remboursement du chèque vacances. Donc voilà, c'est 1,7 milliard qui font le tour du SI de la NCV. Et on prend une petite commission effectivement à l'émission du chèque vacances qui est de l'ordre de 1% et une commission sur le remboursement qui est de 2,5%. Voilà en gros voilà le modèle économique. Donc ça représente à peu près 80 millions d'euros, je crois, j'irais de chiffre d'affaires, et c'est 30 millions qui repartent dans l'économie touristique. Voilà, donc les personnes concernées par, je dirais, l'aide aussi sociale, c'est 240 000 bénéficiaires, de personnes qui bénéficient chaque année. Voilà, c'est un chiffre qui grossit gentiment. Et la croissance du chèque vacances, elle est quand même assez constante. Alors, elle n'est pas aussi éclatante qu'il y a quelques années, mais elle est quand même, voilà, on a quand même une progression chaque année qui est intéressante. Alors, la NCV, donc je vous disais, c'est 220 collaborateurs. On a une DSI de 35 personnes. Voilà. Moi, je suis responsable d'un service qu'on appelle expertise data. Pour autant, j'ai une casquette assez large. Je fais un peu d'architecture, un peu de data, un peu de projet. En fait, c'est typique des PME où là, effectivement, on demande des gens qui sont extrêmement, un peu transverses en termes d'approche. On ne peut pas sectoriser complètement. Donc, je fais plusieurs choses. Et dans mon équipe, j'ai 5 collaborateurs, un chef de projet BI, un data lead, quelqu'un qui s'occupe plus de la data, un automaticien pour les tests. C'est une nouvelle fonction qu'on vient d'intégrer au sein de la NCV. Du développement aussi. On a fait sous-traiter jusqu'à maintenant tous nos développements et on commence à réinternaliser la partie développement. Donc on a intégré un développeur pour commencer, qui travaille sur notre site internet, etc. Et une femme aussi qui vient du marketing, qui est notre analyse data, qui va faire un peu la jonction entre les métiers et puis notre data lead au sein du service expertise data. Service expertise data qui va être renommé en usage numérique, c'est-à-dire qu'on va transversaliser un peu cette fonction. Ce ne sera pas que de la data, il y aura les tests, il y aura aussi le développement, plein d'autres choses. Voilà, donc on va recruter un CTO, un API manager, un DataOps, etc., etc. Donc je dirais que la fonction IT, la NCV est en train
de grossir, de se développer. Voilà. Alors, juste les étapes du projet d'architecture au sein de l'NCV. Alors c'était je dirais que ça a commencé en 2010, de la belle époque où on intégrait des fichiers Excel par batch, par exemple, des fichiers CSV, hein, typiquement. Vous voyez, c'était la belle époque où on avait une base centrale avec 3 applications, hein, la prod, la CRM et le dataware. Enfin voilà, on avait des gros îlots applicatifs comme ça, très centralisés. Donc on a lancé un projet d'urbanisation en 2011 du SI qui a fait apparaître effectivement le besoin de mettre en place une plateforme d'échange interapplicatif. Voilà, donc on a fait l'acquisition de cette plateforme d'échange interapplicatif. En fait, je vais décrire un peu plus comment on est arrivé à mettre ça en œuvre. Voilà. 2012-2013, donc en fait c'était l'occasion à travers cette plateforme, alors quelqu'un vous en parlera beaucoup mieux que moi juste après, on a mis en place effectivement cette plateforme qui nous a permis de monter notre premier référentiel de données. Hein. Si on revient sur le modèle de la NCV, en fait, on est en face de différentes typologies de tiers d'entreprises. Hein. On va trouver des clients, des prestataires, des prestataires aussi pour l'action sociale. On a énormément d'entreprises, en fait, qui sont adressées par différents extranets. L'idée est effectivement de se dire à un moment, on va commencer à essayer de mettre tout ça dans le même endroit. Alors, c'est qu'un début parce qu'on va aller beaucoup plus loin après. Hein. Voilà, donc premier référentiel de tiers à travers cet outil. Qui s'appelle Intersystème, voilà, référentiel de tiers et refonte de notre processus client. Donc, hein, c'est une boutique sur laquelle, effectivement, il y a à peu près les 1,7 milliard qui passent en termes de volume d'achat. Hein. Chaque année, c'est 1,7 milliard d'euros. Voilà, 2012-2013. 2014, on a procédé à une semi-dématérialisation du chèque vacances. Hein, le chèque vacances, jusqu'à maintenant, il est papier. Il commence à être dématérialisé. En 2014, on a mis en place quelque chose qui s'appelle le ICV. L'objectif était de mettre une zone à gratter sur le chèque vacances, zone à gratter qu'on reportait après sur une boutique en ligne hein, pour des vacances. Donc on pouvait payer effectivement par e-chèque vacances. Hein. L'idée était de rentrer un code et cette plateforme effectivement d'intégration permettait d'exposer des services qui permettaient les dépenses auprès de PSP. Hein. Donc l'achat se faisait sur des sites à travers des PSP qui interrogeaient notre back-office justement à travers cet outil pour permettre la dépense du chèque vacances. Alors c'était semi-dématérialisé parce que ça restait papier, on émettait des chèques avec une zone à gratter sur laquelle il y avait un numéro, et sur le site on rentrait le numéro et on procédait effectivement au paiement de la prestation qu'on pouvait compléter après par carte bleue. Enfin voilà, ça c'était en interaction avec des prestataires de paiement, hein, puisqu'on n'avait pas vocation à développer non plus des systèmes de paiement hein, on n'est pas là pour... voilà, d'autres le font très très bien. Pareil, cet outil nous a permis de refondre aussi en partie le processus des PTL, professionnels du tourisme et des loisirs. Je vais aller très très vite là-dessus, je regarde le temps. Voilà, donc... clients, hein, chez qui on achète, ceux qui achètent les chèques vacances, PTL, ceux chez qui on les dépense. Voilà, donc pareil, hein, mise en place d'un site en Drupal. Toujours cette ESB qui fait un peu l'intermédiation en proposant des services, en exposant des services accédés par différentes applications. Et on a créé un référentiel PTL. Donc on a 2 référentiels opérationnels d'entreprise, hein, un référentiel client, un référentiel PTL. Bon, c'est, je dirais, l'orientation qui a été prise à l'époque. Grande nouveauté, refonte du processus de remboursement. Je vous parlais en début là, d'applications, de grosses bases de données dans lesquelles on trouvait plusieurs applications. Bon, là, on a commencé à sortir effectivement et à éclater notre modèle applicatif en différents modules beaucoup plus indépendants. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait avec notamment CGI. Hein. Vous pourrez questionner Mathieu sur la question, c'est lui qui a été responsable du projet pour la NCV. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était partant d'une grosse base et d'une grosse application client-serveur qui comptait pratiquement 1 million de lignes, de faire des modules séparés avec des fonctionnalités et d'exposer des microservices. Voilà, donc cet outil, toujours cette plateforme, la Iris, ça nous a permis assez facilement, je dirais, de développer des îlots applicatifs fonctionnellement avec un périmètre fonctionnel bien identifié. Là, je gère le remboursement d'un côté, je gère des bordereaux, je gère des titres. J'ai une base qui ne fait que des titres et qui permet de proposer simplement les fonctionnalités des API qui permettent d'accéder aux titres, hein, que ce soit pour les créer, les consommer, etc.
Voilà, avec un frontal, donc sur une architecture assez classique maintenant, hein, du reste de l'Angular, avec un front Angular, et effectivement cette plateforme qui permet d'exposer des microservices. Voilà. Et pareil, la refonte de ces applications nous a permis d'engager vraiment le projet de dématérialisation complète du chèque vacances, hein, c'est-à-dire que, pareil, on va trouver cette plateforme d'intégration au milieu du SI. En fait, maintenant, on propose effectivement, par le biais, je dirais, d'un partenaire PSP. Hein. On n'a pas vocation à gérer les comptes bancaires de nos 4,6 millions de bénéficiaires. On ne sait pas faire ça. Hein. Ça, c'est le travail des PSP, enfin des gens qui travaillent avec les banques et qui ont déjà, je dirais, tout le dispositif technique pour le faire. Par contre, on interagit effectivement avec ces PSP, tantôt par de la synchro de base, encore des batchs. Hein. Il y a des batchs, ça peut être pratique des fois pour envoyer un fichier client, des choses comme ça. Et aussi des API pour gérer les transactions donc, frontales sur les PSP et décliner ces transactions dans notre, je dirais, dans notre back-office. Voilà. Donc le paiement peut se faire via des applications mobiles. Hein. Ça passe par un identifiant, un code barre sur un site. Ça réveille une application qui permet de déclencher le paiement. L'avantage par rapport au chèque, bon, plus de papier. 2, on peut payer effectivement au centime près, ce qui est pas mal. Hein. Avant le chèque vacances, c'était des valeurs de 10, 25, 50. Là, ça permet d'ajuster, puis c'est beaucoup plus moderne, effectivement. Hein. C'est beaucoup plus simple, plutôt que d'envoyer ses chèques par courrier chez le prestataire ou autre. Bon, bah là, on paye directement en temps réel. Voilà, donc l'objectif étant effectivement à terme de remplacer, je dirais, ce papier par ce paiement dématérialisé. Sachez qu'il y a quand même des vraies résistances. Hein. On sait que le chèque, il existe toujours, le chèque papier. Un responsable de CE, quand il donne des chèques vacances, je pense qu'il a souvent, il préfère voir les collaborateurs de l'entreprise et donner une liasse de billets. C'est quand même assez sympa, ça permet de rester en contact avec ça. Voilà, il y a beaucoup de freins comme ça qui font que bon, c'est pas voilà, le déploiement du chèque complètement numérique et pas encore acquis, quoi. Hein. Voilà, mais les objectifs sont assez clairs à la NCV. Hein, on va, enfin d'ici 2025, on va essayer d'arriver à un chiffre assez important, hein, en termes de démat du chèque vacances. Voilà un petit peu. Tout ça actionné par une plateforme, je dirais la plateforme intersystème, hein, dont on parlera tout à l'heure. Alors ça a été vraiment, dans le bilan, ça a été vraiment un levier pour nous permettre d'aller assez vite, et je vous dirai pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette plateforme ? On a commencé par acheter une solution en 2011 pour faire exclusivement des échanges interapplicatifs. On a mettre en place un ESB, on voulait faire développer un peu plus ce temps réel. À l'époque, on travaillait beaucoup par batch, hein. C'est-à-dire qu'on avait un data hub assez statique. Hein. Toutes les nuits, toutes les applications déposaient sur une grosse base de données, toutes les données, les clients, les remboursements. Et puis après, chacun venait piocher en ETL les données pour se servir de ça. Voilà, donc c'était un peu... Donc on est passé, après notre chantier, je dirais notre travail de réflexion d'urbanisation sur l'achat de cette plateforme qui nous a permis de monter effectivement nos premiers référentiels de données. Hein, voilà, ça nous a permis de commencer à concentrer effectivement ces données un peu centrales à des endroits bien identifiés. La plateforme nous a permis aussi de faire des applications complètes, quasi complètes, hein, à l'exception du frontal, mais c'est-à-dire proposer des petits îlots applicatifs composés d'une base de données et de proposer des microservices adossés à cette base de données. Voilà. Maintenant, en 2022, qu'est-ce qu'on va faire avec cette plateforme ? C'est certainement utiliser cette plateforme pour monter un data lake. La plateforme propose aussi un gestionnaire d'API. Ça va être intéressant parce que pour l'instant, les API, c'est un peu fonction de, je dirais, on n'a pas de projet de gestion de nos API. Voilà, c'est plutôt en fonction des opportunités projet. Nos prestataires nous proposent des API, des web services. Il n'y a vraiment pas de réflexion globale au sein de la DSI NCV. Là, il y a un tournant, c'est-à-dire que ça, c'est des sujets qu'on va réintégrer au sein de la DSI. On a beaucoup délesté, je dirais, laissé à nos partenaires le choix je dirais, à la fois d'orientation fonctionnelle, d'orientation technique. L'idée maintenant, c'est de commencer à reprendre cette dimension, hein, de commencer à remaîtriser. Donc ça passe par la maîtrise des API, la maîtrise de nos outils,
Voilà, de renforcer l'architecture fonctionnelle aussi, hein, c'est-à-dire que quand on commandait une application à un prestataire, en fait, il travaillait un peu de façon isolée, il faisait un peu ce qu'il voulait, on a créé de la redondance, on n'a pas réutilisé, on a fait des choses comme ça. Bon, l'idée maintenant, c'est commencer à industrialiser ça. En fait, la taille de la DSI de la NCV, de toute manière, ne nous permettait pas, jusqu'à maintenant, d'adresser tous ces sujets, quoi. Là, réellement, on va commencer à les réadresser, puisqu'on fait grossir la DSI, hein. Voilà, donc API Management. Il y a un outil de DataVis aussi intégré à la plateforme qui n'est pas inintéressant, on va voir si on peut le mettre en œuvre. Alors il peut être intéressant notamment pour voir un peu ce qui se passe sur l'ESB, parce que là c'est connecté directement à, je dirais, à toute la plateforme d'échange, et voilà, on peut remonter des informations intéressantes. Donc pour la gestion d'API, je crois que c'est Kong qui est intégré à la plateforme, donc voilà, sachant que la majorité de nos API, nos web services se trouvent sur la plateforme, il est probable qu'on utilise ça. Pour le data lake, il y a quelque chose d'intéressant qu'on va voir sur le schéma d'après, c'est que, alors là j'ai fait 5 petites bases, je crois qu'on a plutôt 10 ou 12, une dizaine ou une douzaine déjà d'applicatifs isolés, hein, les référentiels, le titre et tout ça. Voilà, l'outil permet de faire une réplication quasi en temps réel sur quelque chose qu'on appelle base de reporting, hein, c'est-à-dire que la plateforme utilise les logs applicatifs pour répliquer les données. C'est-à-dire qu'on dispose de toutes les données de prod quasi en temps réel dans un endroit qu'on peut s'amuser à surcharger en ajoutant des données externes, hein, ça peut être des données voilà, de base de données, des transactions, enfin tout ce qu'on veut. Il y a quand même tous les dispositifs pour intégrer ces données. Et donc, c'est potentiellement quelque chose qui va s'apparenter à un data lake. Alors, je suis assez voilà, sur les termes ajustés, parce qu'on parle de data lake, j'ai même entendu d'autres data quelque chose, voilà. À voir, ça reste des bases de données avec des données dedans, exploitées, voilà. Voilà. Après, il y a des... voilà. Et on est en train de mettre en place aussi un MDM qui va permettre qui va permettre probablement et vraiment de nettoyer nos référentiels. Alors, sachant que les référentiels sur l'application sont des référentiels je dirais plutôt, comment je vais qualifier ça, 2 minutes 34. Pardon, désolé, vous ne m'entendiez pas. Ouais. Les référentiels sont des référentiels plutôt des référentiels de données de production, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui ont la responsabilité des données, hein. Le MDM va venir prendre ces données et commencer à isoler effectivement ces entreprises, être capable de dire, tiens, la SNCF qui est cliente de l'NCV est aussi partenaire, prestataire de l'NCV, on peut dépenser, voilà, pour donner une vision 360 des entreprises. Alors là, les vocations, ça va être pour notre CRM, là on va travailler sur un projet de mise à jour de notre CRM qui est assez ancienne, et puis pour des besoins de reporting, d'analyse, etc. Voilà. Voilà. Alors, sans vouloir faire de, je dirais, voilà, Sylvain en parlera bien mieux que moi après. Enfin, l'outil nous a permis quand même c'est pas le seul outil dont on dispose là. On va faire l'acquisition d'un MDM, ça fait pas MDM. On va faire l'acquisition d'un outil, d'une plateforme data aussi pour faire de la qualité de données. Enfin, voilà. Mais cet outil-là dont je vais parler, Intersystem, il est intéressant parce qu'il permet déjà de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une pile technologique assez unique. On n'a pas besoin de gérer différentes couches logicielles. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'après tout, quelque chose qui me permet à la fois de gérer mes interfaces, de faire des applications, de proposer des API, gère tous les aspects packagés, des aspects de sécurité, de fiabilité, de sauvegarde, enfin, dans une seule plateforme. Ça, c'est assez intéressant. Alors, j'en veux pour exemple la migration. On a changé de version, on avait une version de 2017, on est passé sur une version de 2020. Ça s'est fait quand même quasi de façon transparente, hein. C'est presque, je vais caricaturer, mais c'est presque setup suivant. Bing, tout le SI est quasi à jour, hein. Donc voilà, c'est assez facile. Et puis l'orientation aussi d'Intersystem qui commence à partir vers une plateforme data qui peut être intéressante pour nous, hein. Il y aura des usages, je pense, intéressants, enfin, voilà, pour faire de la data. Alors les orientations ne sont pas encore prises, hein, savoir si on fait ce data lake sur déjà des Postgre qui sont en place, sur Intersystem, tout ça viendra, c'est des réflexions qu'on est en train de mener sur le sujet. Voilà, 18 secondes. Pour les questions, il va falloir les poser vite. Voilà.
Donc merci Philippe pour ce témoignage qui, je l'espère, a fait au moins en partie, sur une partie d'entre vous, écho à certains de vos projets. Donc moi j'aimerais poursuivre et conclure cet échange suite au témoignage d'une de nos références, la NCV, par un petit retour en arrière sur une problématique qu'on voit assez régulièrement dans l'entreprise, c'est la confiance, et plutôt la perte de confiance que beaucoup de métiers ont dans la qualité et dans la fiabilité de leurs données. Alors, c'est pas nouveau, on sait d'où vient le problème. Et historiquement, les applications se sont développées par spécialisation en silos, et donc de plus en plus sur des fonctionnalités de plus en plus pointues et métiers. On se retrouve avec des applications qui communiquent peu entre elles et qui surtout créent en fait une sorte de schisme avec le métier qui lui a toujours aussi évolué et sur son besoin en termes de KPI, en termes de décisionnel pour piloter la data. Et ça pose un vrai problème quand en fait des indicateurs ne viennent pas se renforcer entre eux, mais certains indicateurs viennent se contredire. Et donc la confiance, ça commence à s'effriter à ce moment-là. Donc le métier, lui, ne comprend plus. Il y a une perte de synchronisation, encore une fois, entre les applications à gauche, qui sont souvent transactionnelles, et puis le métier qui a une vue physiquement décisionnelle. Et on se retrouve avec un besoin là, de régler ce problème, de réconcilier en fait les sources de données multiples et le métier qui, encore une fois, a ses différents angles d'appréciation pour piloter la data. Donc ça devient compliqué quand on a une perte de confiance pour justement appuyer en tant qu'entreprise qui se veut de plus en plus data-driven. Ça crée un petit peu un réel souci. Alors il y a une méthode pour remédier à ça. Gartner nous a aidé à ça, ça s'appelle la Data Fabric. Data Fabric au singulier ou au pluriel. Alors il faut bien faire la distinction entre une Data Fabric et puis une Data Platform. Il n'y a pas de confusion à avoir. Une Data Fabric, ça n'existe pas en termes de solution sur étagère. C'est vous qui la mettez en œuvre, chez vous. Donc encore une fois, au singulier ou au pluriel. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une Data Fabric ? Parce que le Gartner en a parlé. Alors, merci Géraud tout à l'heure de Denodo d'avoir été le premier ce matin à parler de Logical Data Fabric, puisque c'est alors Data Mesh, Data Fabric, d'autres analystes parlent de Data Mesh. Pour nous, c'est effectivement la même chose aussi, on est d'accord là-dessus. Data Fabric, c'est un terme qui vient du Gartner et qui se propose justement de réconcilier les sources de données, donc les producteurs de données, et puis les consommateurs de données, pour justement tenter de résoudre, de combler le fossé qui sépare l'analytics du transactionnel, et puis surtout de redonner de la confiance. Autrement dit, à travers des méthodes de transparence, de traçabilité de la data, de s'assurer que ce qu'on compare en termes de KPI entre une vue métier et une autre vue métier soit fiable et soit sécurisé. Donc de rendre la donnée saine et de s'assurer par là que la donnée est bien saine. Donc la Data Fabric, dit autrement, c'est par Forrester par exemple, c'est de dire que en fait, c'est d'orchestrer intelligemment et de manière sécurisée les sources de données, de manière à obtenir une vue unifiée, une vue complète et une vue fiable. Donc encore une fois, de redonner de la confiance. Dit d'un point de vue architecture d'entreprise, c'est un système, c'est une architecture de données qui facilite le stockage, l'accès et puis le partage de la donnée. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'est une data platform ? Une data platform, il y a plusieurs définitions là aussi. Et là, il y a pléthore d'éditeurs. Pour InterSystems, c'est la capacité en 3 mots, de gérer le stockage, l'analyse et le partage de données en résolvant justement et en temps réel les sources de données et les consommateurs de données. Donc, en résumé, c'est de vous rendre très agile par une agrégation en fait, de 4 capacités clés en une seule solution. C'est ce que vous a montré tout à l'heure Philippe, en considérant que quand on est sur une solution unifiée, on est beaucoup plus agile, on est moins consommateur de temps en développement, et on est surtout moins consommateur d'énergie quand on est en run. Et ça a aussi une importance. Puis, au-delà de ces caractéristiques, avantages et bénéfices, il y a une chose qui a énormément de valeur et qui n'a pas de prix, c'est justement de redonner la confiance. Et là-dessus, je vous remercie. Merci Sylvain. On reste sur la confiance.